savoir nombreux à suivre cette édition d'information ce début de semaine. À la une de l'actualité, le rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement s'apprête à quitter l'accord du 31 décembre 2016. Après la dernière réunion avec les groupes des jeunes au siège de l'UDPS, le RASOP accuse la majorité présidentielle et son autorité morale de bloquer la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Une opinion contredite par la MP qui prend le peuple à témoin contre les manœuvres dilatoires du rassemblement qui, selon elle, ne cherche qu'un prétexte pour assouvir à ses ambitions. Et l'agence congolaise des grands travaux, ACGT en sigle, a repris le week-end dernier les travaux d'asphaltage de 2 bandes droites sur la route bypass dans son tronçon compris entre l'INSS et la Cité Verte dans la commune de Selembao. Ces travaux se poursuivent malgré les difficultés rencontrées liées aux tuyaux de la Régie des eaux et aux câbles souterrains de la Société nationale d'électricité trouvés dans l'aile gauche de la chaussée. Enfin, en dehors de nos frontières, au moins 46 personnes ont trouvé la mort et des dizaines de personnes blessées dans un immense éboulement produit dans une décharge publique dans la soirée du dimanche à Addis Abeba. Cette décharge a formé une montagne d'ordures qui s'étend sur plus de 30 hectares et les victimes sont les squatteurs chiffonniers qui vivent et travaillent sur cette immense décharge de Koch, la plus grande de l'Éthiopie. Après avoir préparé de groupes de jeunes pour des actions de rue afin de faire pression sur Kabila, afin qu'il nomme Félix Tshisekedi Premier ministre, le radicaux du rassemblement s'apprête à sortir carrément de l'accord de la Saint-Sylvestre. La cause principale de cette sortie, selon CongoVirtuel.net, serait l'accusation selon laquelle la majorité présidentielle bloquerait l'accord de la Senko. Un prétexte qui aiderait cette plateforme qui n'a au fond jamais voulu du dialogue à choisir de revenir sur son plan d'insurrection, se basant sur l'article 64 de la Constitution. L'opinion se rappellera que depuis la sortie officielle du rassemblement, Félix Tshisekedi, que ce membre ont distillé à petite dose l'accusation selon laquelle la MP et son autorité morale seraient le point de blocage de la mise en œuvre de l'accord de la Senko. Alors que la suspension de travaux à la Senko a été causée par la mort de Tshisekedi au sein du RASOP de le remplacer. Et nul n'ignore les dissensions internes qui s'en sont suivies, avec notamment la naissance de 3 ailes antagonistes au sein du rassemblement. La majorité présidentielle prend donc le peuple à témoin contre les manœuvres dilatoires et la plateforme issue du conclave de Jean-Val. Et pendant ce temps, Félix Tshisekedi, en sa qualité du président du rassemblement, toujours contesté par d'autres ailes, a été reçu dimanche 12 mars par Alpha Condé, président de l'Union africaine et de la Guinée-Conakry. Rien n'a filtré de cet entretien entre le président en exercice de l'Union africaine et celui du rassemblement. Interdiction d'importer des boissons alcoolisées en vue. C'est l'une des résolutions du Conseil des ministres du vendredi 9 mars dernier à Kinshasa. L'exécutif national examine l'option d'interdire pour une période expérimentale de 6 mois renouvelable l'importation des boissons alcoolisées et non alcoolisées en canettes, boîtes, sachets, bouteilles sur toute l'étendue du territoire national. Si la question a été abordée au Conseil des ministres du 7 mars au 9 mars dernier, les comptes rendus renseignent que le dossier a été confié à la Commission économique, financière et reconstruction du gouvernement pour approfondissement avant décision définitive. En attendant, la mesure préconisée a l'avantage de garantir la protection et la promotion de l'industrie locale, précisément les brassicoles dont les produits sont exposés à une concurrence déloyale de la part de ces boissons importées sur le marché national. Pour rappel, la session de la commission tarifaire de septembre 2016 avait également examiné la question relative aux mesures de sauvetage de l'industrie brassicole nationale. En vertu du principe de réciprocité, la commission tarifaire s'était prononcée en faveur de l'interdiction des importations de bières, boissons gazeuses et eau de table en provenance des pays voisins, dont ceux de l'Est, qui interdisent l'entrée sur leur territoire des mêmes produits d'origine congolaise. Une fois de plus, le gouvernement est placé devant ses responsabilités afin de stopper net le danger qui mine l'industrie locale. Plusieurs médias, en l'occurrence de la radio Okapi et la radio France Internationale, ont diffusé une information d'après laquelle le centre hospitalier universitaire ex-clinique de Mbandaka aurait été la cible d'une dévalisation le samedi 11 mars dernier par les bandits armés.
D'après ce média, ce bandit aurait pris à leur passage matériel clinique, médicaments, téléphone et argent aux infirmiers et aux malades internés. Une information démentie par le gouverneur de la ville de l'Équateur, Tony Bolamba, qui affirme avoir été en contact avec Kamanda Wakamanda Muzembe, le correspondant de Radio France Internationale à Kinshasa, lui demandant de rectifier l'information. Joint au téléphone par BSC TV, le gouverneur de l'Équateur, Tony Bolamba, clarifie l'information. Oui, j'ai dû m'entretenir avec M. Kamanda Wakamanda de RFI pour lui dire que ces informations étaient erronées. M. Kamanda dit qu'il a eu ces informations d'un papier de la radio Capi. D'ailleurs, c'est lui qui m'appelle en attente là. Et je lui ai dit de rectifier ça, parce que s'il a parlé de Mbandaka, peut-être qu'à Paris, il y a une ville qui s'appelle Mbandaka, ou aux États-Unis, ou en Allemagne. Mais dans Mbandaka de l'Équateur, où je suis, où je vous parle, tout ce qui a été dit est faux. Au moment où je vous parle, madame, je suis entouré des officiers de la police et de nos services. Nous qui sommes ici en Mbandaka et qui vivons à côté du centre hospitalier, nous n'avons pas cette information-là. Nous sommes voisins du centre hospitalier. Nous ne serons pas là pour indexer qui que ce soit. Venant de la radio Capi, ça ne nous étonne pas, parce qu'il y a certains de leurs journalistes qui étaient spécialistes de spoliation des terrains de l'État ici. Depuis que nous sommes en train d'assainir la province de l'Équateur, les autorités provinciales sont victimes de certaines personnes qui ne respectent pas leur déontologie en ternissant l'image de la République. Cette information est donc une fausse rumeur qui a pour objectif de déstabiliser le progrès que connaît cette province. Le calme est enfin revenu dans les territoires de Mweneditu, dans la province de Lomami, après les affrontements le dimanche matin entre les miliciens et les forces de l'ordre, alors que dans d'autres parties de la ville, les activités tournaient au ralenti. C'est dans la matinée du samedi 11 mars dernier qu'un groupe de personnes ont attaqué la ville, voulant prendre son contrôle afin d'atteindre Mbujimaï, la capitale provinciale du Kasaï oriental, a affirmé le maire intérimaire de Mweneditu, Anatole Twenguka Bongo. Le maire de Mweneditu reconnaît que cette attaque qui a créé la débandade dans sa ville a été perpétrée par les présumés miliciens Kamina Sampou. Ces affrontements ont fait plusieurs morts et de postes de police ont été incendiés. Pour faire face à cette situation, le maire de Mweneditu, Anatole Twenguka Bongo, a annoncé dimanche 12 mars à la presse locale l'instauration d'un couvre-feu de 20h à 6h du matin. Une mesure sécuritaire consécutive à cette attaque qui a dégénéré en affrontement. Il insiste sur la nécessité de respecter le couvre-feu par la population locale, affirmant que cette mesure a été prise compte tenu de révélations et confessions faites par les miliciens appréhendés faisant déjà état de leur présence dans la ville. Quitte à la population de ce coin du pays de collaborer avec les autorités de la ville pour faciliter la restauration de la sécurité à Mweneditu. Emmanuel Shadari Ramazani, les patrons de la territoriale, se rendit à Kananga le dimanche 12 mars, accompagné d'une forte délégation de notabilité de l'espace kassaïen, ainsi que de leaders d'opinion de cette partie du pays. Cette visite a eu comme pour objectif principal la pacification de 5 territoires troublés depuis la mort du grand chef coutumier Kamina Sampou. Premier ministre et ministre de l'Intérieur a par ailleurs présidé le même dimanche une réunion avec les autorités compétentes de la ville au sujet de la sécurité. Il a échangé avec les élus provinciaux du Kasaï central. Il importe de noter qu'un dialogue franc avec la famille du feu chef coutumier Kamina Sampou, qui s'est déjà déplacé de Dibaï à Kananga, est prévu dans l'agenda d'Emmanuel Shadari. Un terrain d'entente sur les possibilités d'enterrer le chef coutumier Kamina Sampou, selon les us et coutumes propres à un chef du rang des Kamina, sera trouvé entre les deux parties. Pour avoir consulté pendant tout un mois presque toutes les parties influentes du Grand Kasaï afin d'arriver à mettre fin à cette crise qui dure aujourd'hui plus de 7 mois, Emmanuel Shadari compte assurément sur les originaires de ces coins pour arrêter la prolifération de cette milice. Mise en place d'un plan d'urgence sur la stratégie de l'efficacité de l'énergie par la Société nationale d'électricité, SNEL en sigle. C'est ce qu'a fait savoir l'administrateur délégué de la SNEL, Eric Mbala, au cours d'un forum organisé par l'agence spécialisée Congomania à Kinshasa le week-end dernier. Le mécanisme ont été mis en place étant donné qu'il y a baisse d'eau dans les bassins du fleuve Congo. Cette baisse cause la diminution de la production d'électricité par les barrages d'Inga à 400 MW. Les plans d'urgence mis en place par la SNEL devra bénéficier du concours de tous, a encore expliqué Eric Mbala, ADG de cette entreprise publique.
Pour y parvenir, la SNEL préconise une éducation de tous ses clients face au nombre de délestages qu'ils vont affronter. D'une part, la SNEL promet de lancer des communiqués continus à travers lesquels la population sera conscientisée à délaisser les ampoules à incandescence au profit des ampoules à faible consommation d'énergie. D'autre part, outre ces deux mesures, la SNEL prévoit l'utilisation des ampoules solaires pour l'éclairage public. Les abonnés sont ainsi interpellés et encouragés à payer les factures pendant que la SNEL prend toutes ses précautions pour remédier à cette situation dès que possible. Du point de vue des observateurs avertis, il est quand même étonnant et surprenant que le bassin du fleuve Congo connaisse un étiage pendant que la RDC traverse une saison pluvieuse. D'ordinaire, cette situation est souvent évoquée pendant la saison sèche. À la SNEL de dire ce qui se passe réellement, car cette situation met en mal l'économie du pays. L'agence congolaise de grands travaux ACGT en cycle a repris le week-end dernier les travaux d'asphaltage de 2 bandes droites partant vers la sortie de la ville dans son tronçon compris entre Inesses et la Cité Verte dans la commune de Selembao. D'après un ingénieur de l'ACGT, le seul obstacle rencontré dans la bande gauche, c'est les tuyaux de la régie des eaux des câbles souterrains de la Société nationale d'électricité qui peuvent aussi retarder le bon déroulement de ces travaux. À l'aide d'un pulvu mixeur, l'asphaltage de la chaussée sur 6 km pourra finir donc d'ici fin mars. Par ailleurs, plusieurs habitants de ces secteurs disent attendre encore la fin des grands travaux de réhabilitation qui vont permettre une meilleure circulation sur cette route. Au moins 46 personnes décédées et des dizaines de blessés dans un immense éboulement produit samedi soir dans une décharge publique d'Addis Abeba. Selon une source officielle, 300 personnes vivent dans le plus grand dénuement sur cette décharge de Kodj dans la capitale éthiopienne. Les victimes sont ce qu'on appelle à Addis Abeba les squatteurs, des chiffonniers qui vivent et travaillent sur cette immense décharge de Kodj qui est la plus grande du pays. Cette décharge a formé une montagne d'ordures qui s'étend sur plus de 30 hectares. Ces squatteuses vivent dans des conditions plus que précaires, baraques en bois, toits en plastique et en tôle sur un terrain mouvant et dangereux. Leurs habitations sont donc incapables de résister à l'avalanche qui s'y est produite. Selon l'agence France Presse, les habitants de la décharge attribuent cet éboulement aux travaux entrepris dans le cadre de la construction d'une centrale au biogaz pour exploiter le potentiel énergétique des ordures ménagères. Week-end difficile pour les équipes congolaises engagées en compétitions africaines interclubs de la CAF. En Ligue des Champions, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi s'est fait accrocher à domicile le dimanche 12 mars par Cap United de Zimbabwe, 1-0 au 16e de finale à l'aide de la Champions League. Les Zimbabwéens qui n'ont rejoint Lubumbashi que quelques heures avant le match ont marqué dès les coups d'envoi. Un tir d'Abbas Amidou, mal contré par Issa Mampeko, qui a marqué contre son propre camp. C'est grâce à Rainford Kalaba, capitaine de Mazembe, que les Corbeaux sont revenus au score à la 9e minute. Plus rien ne sera marqué dans ce match jusqu'au coup de sifflet final. Les retours s'annoncent très difficiles pour les Badiangouinans dans une semaine à Harare au Zimbabwe. Ils devront marquer plus de 2 buts pour espérer une qualification au 8e de finale. L'As Vita Club de Kinshasa est allé, elle, arracher un match nul d'un but partout face à Post Authority de la Gambie. L'unique but des Verts et Noirs de la capitale a été marqué par Fabrice Ondo, dit Obama, quelques minutes après le but des Post Authority. Un nul qui conforte Vita Club, qui recevra l'équipe gambienne dans une semaine à Kinshasa pour le match retour. Par ailleurs, le FC Renaissance du Congo s'est incliné devant Mouloudia Club d'Alger le vendredi 10 mars au 16e de finale à l'aide de la Coupe de la Confédération. 2-0 en faveur des Algériens, c'est le score qui a sanctionné la fin de cette rencontre. Le match retour est fixé au vendredi 17 mars à Kinshasa. L'équipe du pasteur Mukuna devrait faire une remontada en marquant 3 buts pour espérer une qualification. Sa Majesté Sangabalende a quant à elle battu l'équipe soudanaise d'Al Hilal par 1-0. Un léger avantage pour les Saints et Or d'Mbujimai qui devraient le protéger dans une semaine au match retour au Soudan. Mesdames, Messieurs, nous vous rappelons l'essentiel de l'actualité ce soir.
Le rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement s'apprête à quitter l'accord du 31 décembre 2016. Après la dernière réunion avec les groupes des jeunes au siège de l'UDPS, le RASOP accuse la majorité présidentielle et son autorité morale de bloquer la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Une opinion contredite par la MP qui prend le peuple à témoin contre les manœuvres dilatoires du rassemblement qui, selon elle, ne cherche qu'un prétexte pour assouvir à ses ambitions. Et l'agence congolaise de grands travaux, ACGT en sigle, a repris le week-end dernier les travaux d'asphaltage de 2 bandes droites sur la route bypass dans son tronçon compris entre l'INCS et la Cité Verte dans la commune de Selembao. Ces travaux se poursuivent malgré les difficultés rencontrées liées aux tuyaux de la Régie des eaux et aux câbles souterrains de la Société nationale d'électricité trouvés dans l'aile gauche de la chaussée. Enfin, en dehors de nos frontières, au moins 46 personnes ont trouvé la mort et des dizaines de personnes blessées dans un immense éboulement produit dans une décharge publique dans la soirée du dimanche à Addis Abeba. Cette décharge a formé une montagne d'ordures qui s'étend sur plus de 30 hectares et les victimes sont les squatteurs chiffonniers qui vivent et travaillent sur cette immense décharge de Koch, la plus grande de l'Éthiopie. C'en est fini pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite au programme sur nos antennes. Semaine à tous et bienvenue à cette revue de presse de journaux parus en ligne ce lundi 13 mars 2017, sélectionnée et résumée pour vous sur BSC TV. L'érection d'un mausolée alimenté pour Etienne Tshisekedi, le brouillard sur le poursuite des arrangements particuliers de la SENCO et l'appel du numéro 1 du Haut-Katanga, tels sont le titre qui ont retenu notre attention ce soir. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'information La Prospérité Online qui titre à sa une « Arrangement particulier, silence autour des discussions directes ». 2 jours passent sans que la SENCO ne communique sur la reprise de discussions directes entre le pouvoir et l'opposition pour finaliser les arrangements particuliers consécutifs à l'accord politique du 31 décembre 2016 censé sortir la RDC de la crise née de la non-organisation des élections dans les délais constitutionnels. On se demande finalement si cet accord sera mis en œuvre. La semaine dernière, en effet, au plus fort des émotions suscitées par la restructuration du rassemblement, plusieurs ténors de la majorité présidentielle ont fait des déclarations montrant qu'ils n'étaient plus très pressés de boucler les discussions directes au centre interdiocésain. Il y en a qui misaient sur l'autonomisation du rassemblement afin de jeter à la poubelle l'accord de la Saint-Sylvestre. Plutôt que d'assister à la dislocation de leur méga plateforme, la tendance est à l'unité. Toutes les plateformes du rassemblement ont fini, d'après un communiqué remis à la presse le jeudi 9 mars 2017 par reconnaître le nouveau leadership incarné par Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi qui, dotés d'une double légitimité interne et internationale, peuvent engager les rassemblements aux discussions directes. Vu sous cet angle, la balle est dans les camps de la SENCO qui devrait inviter toutes les parties concernées. Alors que certains attendent le coup d'envoi de la SENCO, le site d'information Congo Virtuel écrit à sa manchette « Les rassemblements préparent sa sortie de l'accord du 31 décembre ». Après avoir préparé de groupes de jeunes pour des actions de rue afin de faire pression sur Kabila et de lui faire nommer Félix Tshisekedi comme Premier ministre, les radicaux du rassemblement s'organisent pour sortir carrément de l'accord, cherchant un prétexte par l'accusation de la majorité qui bloquerait l'accord du 31 décembre. En fait, les rassemblements limités qui n'a, au fond, jamais voulu du dialogue, a choisi de revenir à son plan d'insurrection en cherchant de créer les conditions pour revenir à son discours sur l'article 64 de la Constitution et la fin de mandat du président de la République, pourtant resté en place selon l'article 70 alinéa 2 de la même Constitution. En décidant ainsi de recourir aux discours et aux méthodes ayant précédé la conclusion de l'accord du 31 décembre 2016, les rassemblements limités prennent sur lui la responsabilité d'en sortir afin de poursuivre par d'autres moyens l'assouvissement de ses ambitions. Faire porter à la majorité et au président de la République la responsabilité de la non-application à ce jour de l'article est cependant un prétexte qui ne tient pas debout. En effet, tout le monde sait que les discussions sur les arrangements particuliers devant faire appliquer cet accord sont suspendues depuis la mort le 1er février 2017 d'Etienne Tshisekedi. Ce décès a créé un vide. On sait que Tshisekedi était désigné intuitu personae dans l'accord pour assumer les fonctions du président du Conseil national de suivi de l'accord et être l'interlocuteur du chef de l'État, notamment dans la désignation et la nomination du Premier ministre. La balle s'est ainsi retrouvée dans les camps du rassemblement qui doit combler ce vide
est retourné à la table de négociation. Poursuivons cette revue de presse avec Forum de Zas qui titre « Le rappel du gouverneur du Haut-Katanga Kinshasa, un cœur de supputation qui en veut à Jean-Claude Kazembe ». Dans le contexte actuel, immoler le numéro 1 de la province emblématique du Grand Katanga sur l'hôtel de réseau mafieux, c'est refaire le lit de l'opposition. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe Musonda, séjourne depuis près d'une semaine à Kinshasa, non pas pour une mission officielle, plutôt parce que rappelé par la hiérarchie. Depuis, de supputations vont bon train. A priori, si le rappel d'un responsable procède d'un exercice de routine, à Lubumbashi, le bruit n'ont ni cesse ni fin. En croire les sources, les patrons de l'administration de l'ex-province du Katanga seraient victimes de certaines accusations qui se résument en son mode de gestion. On lui reproche le fait de gérer tout seul et que tous les autres ne se retrouveraient pas, précise une source en substance. Dans le jargon de gestion en RDC, ne pas se retrouver signifie ne pas trouver son compte perso. Prince sans rire. Comment comprendre cela quand on sait qu'hier, comme aujourd'hui, la province du Haut-Katanga, issue du démembrement de l'ex-Katanga, n'est pas n'importe quelle entité. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit « Kinshasa, le gouvernement provincial promet d'empêcher l'inhumation de Tshisekedi à Limete ». Joint au téléphone par actualité.cd ce lundi 13 mars 2017, Monseigneur Gérard Moulumba, organisateur des obsèques de Tshisekedi, a confirmé d'avoir décidé en complicité avec l'UDPS de lancer les travaux de construction d'un mausolée au siège de l'UDPS à Limete. Peter Kazadi, conseiller juridique de Tshisekedi, a laissé entendre que le siège du parti était l'unique endroit qui met en accord la base de l'UDPS qui a rejeté le cimetière de la Gombe. Alors que pour les autorités de la ville de Kinshasa, il n'est pas question d'enterrer les présidents de l'UDPS et Tshisekedi dans une parcelle, soit au siège d'un parti tel que décidé par l'UDPS et la famille biologique. Je suis l'État, je protège la loi. Il existe en RDC de lois qui organisent l'inhumation et l'exhumation et la police de cimetière, a brièvement déclaré ce lundi 13 mars 2017 actualité.cd le ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et bonne chute de programme sur BSC TV.